exercice 9.1. Une barre de fer de 60 kg repose horizontalement sur deux appuis. Elle a une longueur de 3,5 mètres. Les appuis sont respectivement à 50 cm et à 1 mètre des extrémités. Calculez les forces qui la soutiennent. C'est une situation un peu similaire à celle qu'on a vue, mais qui n'est quand même pas identique. Alors, je propose de faire un schéma. Schéma donc, que j'ai fait ici dans le corrigé. Voilà, donc je vais mettre ça ici. Alors, vous avez donc vous placez les deux supports. Ils sont, on va les faire en vert ici. Un premier support, bon, on ne voit pas grand-chose. Voilà, un premier support ici et un deuxième support ici. Alors, les indications, c'est que ces supports, contrairement à ce qui a été fait dans l'exemple de tout à l'heure, eh bien, la planche qui est dessus, elle n'est pas aux extrémités. Elle n'est pas posée sur ces supports à ses extrémités, mais comme il est précisé, les appuis sont respectivement à 50 cm et à 1 mètre des extrémités. Donc ici, si vous prenez le bout de la planche, par rapport au support, elle se trouve à une certaine distance D1, qui est de 50 cm. Et puis, de l'autre côté, la même chose, si vous prenez la position du support par rapport à l'extrémité de la planche, elle se trouve à une situation à une distance D2. Ici, D1 égale 50 cm et D2 égale 1 mètre. On peut inverser les deux si on veut. Ça, c'est peu important. Et donc, du coup, on aura deux forces, en fait, ici, qui vont s'exercer sur chacun des supports, qui sont les forces de soutien que j'ai choisi d'appeler S1 ici et S2 ici. Donc, c'est ces deux forces qu'il faut déterminer. C'est ça le but. S1 égale quelque chose, on ne sait pas quoi. S2 égale quelque chose, on ne sait pas quoi. Alors, maintenant, cette barre de fer que je vais représenter ici, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai en rose, voilà, c'est bien en rose. Cette barre de fer, elle est posée ici. Et elle a donc un certain poids. Alors, son poids, il agit où? Il agit au milieu de la barre. Il n'y a pas de raison de dessiner le poids ailleurs. Ce n'est pas précisé que la barre de fer n'est pas homogène. Donc, finalement, on dessine le poids au milieu, dirigé vers le bas. Alors, maintenant qu'on a dessiné ça, eh bien, il n'y a rien d'autre. Il n'y a plus le bonhomme comme il y avait dans l'exemple de tout à l'heure. Donc, c'est simplement une barre de fer posée sur deux supports. Donc, cette barre de fer, elle subit trois forces, son poids et les deux forces de soutien. Je vous rappelle donc que le but, c'est de déterminer les deux forces de soutien. Alors, comme on a deux inconnus, S1 et S2, il nous faut deux équations. Alors, la première équation, eh bien, c'est celle qui est issue de ce qu'on appelle la première condition d'équilibre. Alors, la première condition d'équilibre, c'est ici la loi de la statique, en fait. C'est ça. C'est-à-dire la somme des forces extérieures qui agissent sur la barre, P plus S1 plus S2, est égale à 0. Alors, une fois qu'on a écrit ça, on voit que ces forces, elles sont toutes verticales. Les deux soutiens sont dirigés vers le haut et le poids est dirigé vers le bas. Donc, pour simplifier la vie, on va choisir un système d'axe, un axe en réalité, tout simple, qui est donc dirigé vers le haut, qui est ce que j'ai appelé Y ici. Voilà. Alors, si on représente ça sur Y, vous voyez que le poids est négatif, puisque le poids va contre en bas et que Y va contre en haut, donc moins P. Et puis les deux forces de soutien, S1 et S2, elles sont positives dans la formule, puisqu'elles sont pointées vers le haut comme l'axe Y. Donc on se retrouve ici avec cette équation, là, moins P plus S1 plus S2 égale 0. Ça, c'est la première condition d'équilibre. Jusque-là, rien de nouveau. Maintenant, il y a des choses nouvelles. Il nous faut une deuxième équation, puisqu'on a donc ces deux inconnus, S1 et S2. Alors, on a une deuxième condition d'équilibre. Cette deuxième condition d'équilibre, c'est la loi des moments. Alors, encore une fois, donc la loi des moments, déjà, elle dit quoi? Elle dit que l'ensemble des forces qui ont tendance à faire tourner la barre dans un sens,
est égal à l'ensemble des moments de force qui a tendance à faire tourner la barre dans l'autre sens. Mais maintenant, si la barre tourne, elle tourne par rapport à un point de rotation, un axe de rotation. Et donc, quel est ce point? Alors, on peut le choisir où on veut, on est complètement libre, mais on a aussi le droit d'être malin. Et donc, ici, dans le corrigé, j'ai choisi de le mettre là. Alors, si je le mets à cet endroit-là, qu'est-ce que je vais gagner? Eh bien, je vais gagner le fait que la force de soutien qui s'applique ici aura un bras de levier nul par rapport à ce point haut qui est là. Et donc, du coup, le moment de cette force de soutien sera nul. Donc, il va me rester deux forces qui auront des moments non nuls, c'est le poids et l'autre force de soutien. Je peux aussi calculer par rapport, je pourrais mettre le point haut ici. Hein. On pourrait faire les calculs, ils seraient différents, mais les résultats finaux seraient les mêmes. Je pourrais le choisir là aussi, mais je pourrais même le choisir ici, hein, peu importe. Il faut être juste malin pour se simplifier la vie. Donc là, en l'occurrence, on l'a choisi ici, à l'extrémité, enfin pas à l'extrémité, là où, sur le socle, où repose la planche du côté gauche. Alors, du coup, calculons les moments de force. Alors, là, il faut regarder un petit peu les choses. Je vais peut-être quand même diminuer un petit peu la taille de tout ça. Ouais, on va l'écrire comme ça. Alors, calculons d'abord l'ensemble des forces qui font tourner la barre dans le sens des aiguilles d'une montre. Toujours par rapport à ce point haut qu'il y a ici. Je vais écrire ça en vert. Quelles sont les forces qui font tourner la barre dans le sens des... J'ai dit en vert, hein, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ben, il n'y en a qu'une, c'est le poids en fait. Le poids, c'est par rapport à ce point haut, c'est la seule force qui fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc il faut calculer le moment du poids ici, que j'appelle M comme moment et P comme poids. Alors, comment le calculer? Eh bien, ce qu'il nous faut, c'est, bon, déjà, c'est le poids, c'est P, hein, tout simplement. P. Et puis ensuite, à ça, il nous faut une distance pour le moment. Alors, la distance en question, vous avez ici le point haut et la distance, le bras de levier, on va dire, c'est cette distance que j'ai dessinée en jaune ici. Ça, c'est le bras de levier. Hein, c'est dans la formule M égale F fois D. Hein, vous voyez qu'ici, il y a une perpendicularité, hein, puisque la force elle est verticale dirigée vers le bas. Si on prend horizontalement les choses ici, les deux sont donc perpendiculaires. Cette distance-là, c'est le bras de levier. C'est la distance entre ce point et ce point. Alors, il faut la calculer. Comment on fait ça? Eh bien, on regarde un petit peu en détail ce qui se passe. Alors, hop, 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 hop. Donc, nous, on a besoin de cette distance entre le point haut et ici. Alors, maintenant, si on regarde bien, c'est la distance entre là et ce point ici. Alors, nous, on sait que entre là et là, ben, il y a la moitié, hein, le poids il s'applique à la moitié de la barre. Donc, entre ici et là, on a D sur 2. Si D, c'est la longueur de la barre. Mais nous, ce qu'on veut, ce n'est pas D sur 2, c'est uniquement cette distance-là. C'est ça qu'on veut. Donc, il faut enlever D1. Donc, du coup, le bras de levier, en l'occurrence ici, ce sera D sur 2 moins D1 pour ce moment de force. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va regarder quelles sont les forces qui font tourner, qui ont tendance à faire tourner la planche, mais cette fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, on va calculer le moment comme ceci. Alors, il n'y a qu'une seule force qui a tendance à faire tourner l'objet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est cette force de soutien S2.
Et cette force de soutien S2, par rapport à l'axe, au point de rotation qu'on a appelé O, eh bien, elle s'exerce à une distance ici, qui est cette distance-là. Donc ça, dans la formule, c'est le R hein, d'une certaine manière, et puis en longueur, c'est le bras de levier en quelque sorte. Hein. Donc maintenant, pardon, il faut déterminer quelle est la longueur entre ici et là. Quelle est cette distance? Là. Alors, cette distance, elle est relativement simple à calculer parce qu'en fait, vous avez la longueur de la barre totale et puis, en fait, il faut enlever D1 ici et puis D2 de l'autre côté. En fait, cette distance, c'est D, la longueur totale, moins D1, moins D2. C'est ça la distance. Donc finalement, quand on veut calculer le moment de cette force S2, eh bien, il nous faut prendre la force S2 et puis multiplier ça par la distance entre le point O, hein, grosso modo, et là où s'applique la force S2. Enfin, j'ai dit la distance, mais en réalité, c'est le bras de levier. Bon, là, en l'occurrence, c'est pareil. Alors, cette distance-là, c'est D, la longueur totale de la barre, moins les deux petites extrémités, c'est-à-dire moins D1, moins D2. Alors là, je crois qu'on a fait le plus dur, parce qu'une fois qu'on a écrit ça, eh bien, ce qui reste à faire, c'est d'injecter le tout dans la condition d'équilibre numéro 2, qui est donc, je vous le rappelle, la loi des moments, CE2. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Elle dit que le moment qui fait tourner dans un sens est égal enfin, je dis le moment, mais c'est la somme des moments. Hein, mais bon, là, en l'occurrence, il n'y a qu'un seul moment pour chacun des deux, est égal à la somme des moments qui font tourner dans l'autre sens. Alors, en vert ici, eh bien, c'est ce que j'ai écrit là. Ça, vous le retrouvez là. C'est-à-dire le poids fois D sur 2 moins D1. Et puis, en bleu, eh bien, vous retrouvez, c'est ce que j'ai écrit là, S2 fois D moins D1 moins D2. Alors, en définitive, on a une première formule qui est issue de la condition d'équilibre numéro 1, CE1, et puis une deuxième formule qui est issue de la deuxième condition d'équilibre. Et donc, les inconnus, vous avez S1 et S2 ici, et puis dans la deuxième, il n'y a que S2. Donc la stratégie, c'est d'utiliser la deuxième pour trouver S2, et puis ensuite de le balancer là-dedans, et puis de trouver S1. Voilà la technique. Alors, utilisons donc cette équation numéro 2 de manière à déterminer S2. Donc ici, il faut diviser par cette distance, D moins D1 moins D2. C'est ce qui a été fait ici. Hein. Donc vous retrouvez l'élément de gauche ici, hein. P fois D sur 2 moins D1, c'est ce qu'il y a ici. Et ça a été divisé par l'élément en orange, hein, ici, D moins D1, moins D2, qui est là. Le P, bah, c'est évidemment mg, hein, c'est le poids. Donc, je l'ai remplacé ici par mg. Et puis, ici, j'ai choisi d'écrire les choses un petit peu différemment. C'est-à-dire, bon, j'aurais pu en rester là, hein, mais D sur 2 moins D1, eh bien, on peut dire que c'est égal à D sur 2 moins 2D1 sur 2, ce qui est donc égal à D moins 2D1, le tout sur 2. Et donc, le D moins 2D1, il est là. Hop. Et puis, le sur 2, ben, vous le retrouvez là en bas. Bon, j'ai fait comme ça, mais ce n'est pas nécessaire. Hein. On peut en rester à cette formule-là. Et donc, maintenant, il ne reste plus qu'à tout calculer. On connaît la masse de la barre de fer. Donc, la masse de la barre de fer, c'est 60 kg. Le G, c'est 9,81. Et puis ensuite, il y a les fameuses distances. Alors, D, la barre, elle a une longueur de 3,50 m. Hein. Donc, le D, c'est 3,5 m. Et puis, D1, eh bien, moi, le D1 qui est ici, j'avais choisi que c'était 50 cm. Hein. Je l'avais écrit ici, j'ai effacé depuis. Donc, 50 cm, ça fait 0,5 m. C'est ce que vous retrouvez ici. Et puis, donc, le reste, c'est D2. Hein. Donc là, je remets les mêmes, mais D2 encore. D2, c'est 1 m.
Donc, vous le retrouvez là. Vous faites ces calculs et vous trouvez la réponse pour S2 qui est 367,875, on peut dire 368 environ, newtons pour cette force S2 qu'il y a ici. Alors, une fois qu'on a fait ça, l'idée c'est de prendre ce résultat, de le balancer là-dedans, et puis maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'extraire S1. Ici. Que vaut S1? Alors là, c'est assez simple, finalement. Donc soit on fait le calcul littéralement. Vous savez que moi j'aime bien faire ça, donc je me suis embêté à faire ce genre de truc. Alors tout d'abord, vous avez ici, si vous voulez S1 tout court, il faut passer le P de l'autre côté, donc vous aurez S1 est égal à P, et puis le S2, il faut le passer de l'autre côté, donc moins S2, P moins S2. S1 égale P, je vais le garder comme ça, voilà. S1 égale P moins S2. Et maintenant, l'idée, c'est, on peut balancer les nombres dedans, mais si on veut faire le truc algébriquement, eh bien, on va substituer le S2 qui est ici par cette expression-là. C'est ce que j'ai fait ici. Alors, le P, c'est bien entendu, c'est en réalité mg. Et puis donc, moins S2, c'est moins toute cette expression qu'il y a là. mg fois d moins 2d, gna 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 gna. Alors là-dedans, vous voyez que le mg, il apparaît ici et là, donc je l'ai mis en évidence. Dans le premier terme, qui est ici, il est multiplié par 1. Puis dans le deuxième terme, il est multiplié par moins toute cette fraction, c'est ce qu'on voit ici. Alors maintenant, il s'agit, si possible, de simplifier un petit peu la fraction. Alors, cette simplification, je l'ai faite ici. Donc, le 1, je le mets avec le même dénominateur ici. Donc, ça revient à écrire 2D moins D1 sur 2 sur 2D moins D1 sur 2. Ça, c'est le 1 qu'il y a là. Et puis, après, il reste ce qu'il y a de l'autre côté, c'est-à-dire en rouge, tout ça. Donc, moins, là, il y a le D moins 2D1, moins D moins 2D1, et puis c'est le même dénominateur. Alors ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé le tout. Donc là, vous avez 2D, ici, 2D, moins 2D1, moins 2D2, moins 2D1, moins 2D2. Et puis ici, moins D, et puis moins 2D1, ça fait plus 2D1. Alors, vous voyez qu'ici, il y a plus de D1, moins de D1, donc ça se simplifie, et puis il reste 2D moins D. 2D moins D, ça fait un seul D, et puis il reste encore un dernier truc, c'est le plus 2D2, moins 2D2, on voit presque rien, ici j'ai tellement gribouillé qu'il ne reste plus grand-chose, donc il nous reste quand même le moins 2D2 qui apparaît ici. Le dénominateur qui est là, il est toujours là, le mg, il est toujours là. Et là, on a donc une expression qui est relativement simple, à mon avis, qui est un petit peu plus simple même que celle-ci. Donc, je pense que ça valait la peine, pour la beauté du geste, d'écrire ça. Et donc, maintenant, on remplace, comme tout à l'heure, D qui vaut 3,50 m, D1 qui vaut 50 cm, D2 qui vaut 1 mètre. On remplace le tout, on fait les calculs et on trouve 220,725 newtons pour la deuxième force de soutien. Et donc, encore une fois, ce qu'on aurait pu faire, c'est, j'imagine qu'il y en a pas mal d'entre vous, qui ont pris la valeur de S2 et qui l'ont directement mise ici dans le calcul, en faisant mg moins S2. Évidemment, on trouve le même résultat. Vous voyez que les forces de soutien ne sont pas les mêmes, parce que justement, D1 n'est pas égal à D2. On pourrait faire le calcul. Quelle est la condition pour que S1 égale S2? Et puis, on trouverait qu'il faut que D1 égale D2, en réalité. On pourrait faire ce calcul, ce ne serait pas très compliqué, en fait.